Voilà, je vous propose qu'on démarre ce webinaire. Je suis Karim Jafour, conseiller économie numérique à la CCI Alsace Eurométropole. Et donc, j'ai eu le plaisir d'organiser ce webinaire consacré à la communication digitale et à la définition de la stratégie digitale. Et pour animer ce webinaire, j'ai sollicité Cécile Alléguer, qui est consultante en stratégie marketing et communication digitale au sein d'une entreprise qui s'appelle ODE Digital, qu'elle aura l'occasion de vous présenter. Elle aura l'occasion également de se présenter et donc de traiter de cette thématique en reprenant les bases finalement et en vous proposant 5 étapes pour mettre en place un plan d'action. Voilà, donc je remercie Cécile pour son intervention, je la remercie d'avance. C'est une session enregistrée qui sera disponible en replay, comme d'habitude, sur la chaîne YouTube de la CCI Alsace. Je vous demanderai de bien vouloir couper vos micros, s'il vous plaît, pour éviter les bruits parasites. Et puis sinon, moi, je me permettrai de le faire individuellement. Voilà, je passe la parole à Cécile et je la remercie encore. Bonjour à tous, merci Karim. Alors, je me présente très brièvement. Je suis Cécile Alléguer, consultante et formatrice au sein de ma structure, donc ODE Digital. J'accompagne les entrepreneurs à définir leur stratégie de communication digitale et à mettre en place un plan d'action pour finalement qu'ils puissent devenir pleinement autonomes. Donc, voilà, je vais passer. Lors de ce webinaire, nous allons aborder les bases d'une stratégie digitale avec un plan d'action en 5 étapes. Donc, la première étape, c'est de définir son positionnement marketing. La seconde, de définir ses supports de communication. Troisième, d'identifier ses indicateurs selon ses objectifs. Quatrième étape, d'optimiser son temps et ses actions. Et la cinquième, mettre en place son calendrier éditorial. Alors, l'objectif de ce plan d'action est d'optimiser votre productivité, votre image et votre cohérence digitale. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat du webinaire, dans l'espace conversation. Je prendrai le temps d'y répondre à la fin de cette présentation. Donc, avant de commencer toute action de communication, il faut d'abord définir son positionnement marketing. Alors, à chaque fois, les gens me disent « oui, c'est un peu une perte de temps », mais non, pas du tout. Vous allez voir, on en gagne énormément lorsqu'on prend le temps de faire toutes ces actions. Donc, dans un premier temps, il faut définir et déterminer votre cible clientèle, les personnes que vous voulez toucher par vos communications et celles qui seront intéressées donc, potentiellement par vos produits et vos services. C'est la base de tout élément de communication. Alors, l'exercice n'est pas si simple, car il faut définir un persona. Alors, qu'est-ce qu'un persona? C'est un nom un peu donc très marketing, mais qui est très important. C'est votre client idéal cible. Le plus efficace est donc de définir ce client en se posant des questions de type quel est son statut, son rôle, quelles sont ses problématiques quotidiennes, quels sont ses besoins, quelles sont ses peurs et ses désirs. Voilà. Par exemple, pour ma part, chaque fois j'essaye de vous donner des exemples pour que ce soit concret. Donc pour ma part, mon persona est un entrepreneur d'une TPE ou petite PME en local. Il démarre son activité ou a déjà quelques années d'existence. Son activité fonctionne, mais il n'a pas franchi le cap supérieur, il travaille seul ou n'a pas les ressources en interne qui gèrent le marketing ou la communication digitale. De temps en temps, son assistante ou sa fille ou son fils tentent des choses sur les réseaux sociaux de l'entreprise et envoient maladroitement des mails pour présenter par exemple des nouveaux produits. Le résultat est assez peu professionnel et donne l'impression à l'entrepreneur de bricoler. Alors finalement, à tort, il pense que communiquer ne sert pas à grand-chose. Pourtant, il sait qu'il doit préparer l'avenir de son entreprise pour accroître son activité et la pérenniser, d'autant plus dans le contexte actuel. Alors il s'y intéresse, il cherche des informations, il cherche à se former, il essaye de comprendre un peu cet univers du digital. Mais il ne sait pas comment faire, par où commencer, et son quotidien est pris par d'autres tâches beaucoup plus immédiates et prioritaires. Cela ne veut pas dire que je ne peux pas avoir d'autres clients que ce persona type, on est bien d'accord. Mais toutes mes actions de communication digitale lui sont dédiées et lui sont adressées. C'est-à-dire que j'ai ce persona en tête à chaque fois que je fais une communication et c'est ce qu'il faut faire lorsque l'on communique. On peut avoir donc plusieurs personas, mais ils doivent être très clairement définis. C'est hyper important. Voilà. L'objectif numéro 1 de la stratégie digitale est de toucher son cœur de cible. Et lorsque cela fonctionne bien, on touche d'autres personnes en dehors de ce cœur de cible. Et petit à petit, donc, on agrandit son potentiel client. Mais il faut bien une base, il faut bien démarrer quelque part et être sûr que cela fonctionne. Donc, bien définir son cœur de cible. Voilà. Ensuite, il est important aussi, il peut être très intéressant de connaître ses concurrents.
Alors, pas tous, hein, bien évidemment, c'est impossible, mais ceux qui ont le même positionnement en termes de services ou d'offres. Et si vous travaillez exclusivement sur la région ou en local, il est aussi intéressant de connaître ceux qui sont sur la même zone de chalandise que vous. Donc, pour exemple, sélectionnez-en 2 ou 3 et réalisez un audit de leur communication. C'est assez simple, hein, il suffit de regarder leur support de communication. Donc, quels sont leurs partis pris, sur quelle plateforme sont-ils présents, quel contenu utilisent-ils, donc donnent-ils des conseils ou partagent-ils des témoignages clients, et qu'est-ce qui fonctionne le plus pour leur cible clientèle. Pareil, important du coup, est-ce que c'est la même cible clientèle que vous avez? Donc, suite à cette étude de vos 2 ou 3 concurrents, vous pouvez déterminer votre valeur ajoutée. Qu'est-ce qui vous différencie de leur offre de service à eux et qu'est-ce qui vous permet finalement, comme élément, de vous démarquer dans votre communication. Ça va vous permettre d'établir vraiment votre parti pris qui est vraiment propre à vous, à votre structure, à vos valeurs et donc à votre entité. Avoir un positionnement marketing clair et défini, c'est rassurant pour vos clients, pour vos prospects et aussi pour vos collaborateurs. Car bon, moi j'aime bien ce petit dicton-là, mais qui dit qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Et c'est aussi vrai en termes de communication digitale que dans le business. Donc, à vouloir plaire à tout le monde, on ne plaît à personne, on ne cible personne. Voilà. La seconde étape, c'est de définir, de choisir les supports, les plateformes de communication. Donc, pour sélectionner ces plateformes de communication, il y a 3 éléments à prendre en compte. Votre domaine d'activité, vos objectifs et ses attentes. Donc, peut-on choisir un support uniquement selon qu'il soit dit B2B, donc s'adressant aux professionnels, ou B2C, s'adressant aux particuliers? Je trouve que les segmenter ainsi, c'est très réducteur et c'est ce qu'on trouve très souvent malheureusement. Mais là, je voudrais aller un peu plus loin et vous permettre de réfléchir et d'être un peu plus juste dans votre positionnement. Prenons donc l'exemple d'un standard téléphonique que nous souhaitons vendre et installer au sein d'une entreprise prospect. On va plus facilement atteindre le gérant de l'entreprise sur LinkedIn. Mais le produit que l'on propose séduira peut-être davantage le collaborateur qui devra utiliser ce produit tous les jours dans son quotidien. Alors, on a 2 possibilités. La première possibilité, c'est de se dire « je vais communiquer en m'adressant au gérant, qui est le décisionnaire sur LinkedIn, avec une approche technique et des conseils experts, en lui démontrant les avantages pour son entreprise, que ce soit l'efficacité de ses collaborateurs ou l'accueil de ses clients qui sera amélioré par ce standard téléphonique. » La deuxième option, la deuxième possibilité, c'est de s'adresser au collaborateur qui sera, lui, l'utilisateur final du produit sur Facebook, par exemple. Parce que voilà, Facebook est dit comme un support plutôt B2C et LinkedIn est dit plutôt comme un support B2B. Donc, on adoptera ici une approche différente sur Facebook que sur LinkedIn. On sera plus dans l'émotionnel et on lui démontrera donc à lui son gain de temps, le confort et la qualité de son accueil client qu'il gagnera grâce à ce produit. Donc, même si c'est le gérant qui prend la décision finale d'achat, ça peut être aussi l'employé qui aura su convaincre son employeur de cet investissement. Donc, du coup, là, il faut faire un choix. Il faut se dire quel persona, quel utilisateur je cible et donc quel support, en conséquence, je choisis pour ce discours, lequel est plus adapté. On ne peut pas simplement se baser sur la notion de support dit plutôt à usage B2B ou B2C. Ce serait beaucoup trop limitant et pas efficace finalement. Je ne sais pas si vous me direz si vous avez des questions là-dessus, mais c'est très important. Alors, ce que je préconise, c'est de sélectionner un support par persona et d'adapter votre angle d'approche ainsi que votre vocabulaire à celui-ci. Comme je vous disais, si on s'adresse à un DSI d'entreprise, par exemple, on va utiliser du vocabulaire expert, technique, tandis que si on s'adresse à un utilisateur qui veut juste, lui, profiter des bénéfices concrets et directs du produit, on peut utiliser du vocabulaire plus classique et plus quotidien. Voilà. Ensuite, il y a un deuxième élément qui nous permet de choisir ces supports de communication, c'est le contenu. Quel contenu pour quelle problématique? Donc, dans la première étape, lorsqu'on choisit, on détermine son persona, sa cible clientèle, vous vous êtes posé des questions, on se pose des questions de savoir quelles sont les problématiques de ma cible. Du coup, on va travailler grâce à ça, on va sélectionner ces supports de communication qui vont être capables d'apporter la meilleure réponse aux problématiques de son persona. Comment y répondre? Comment rassurer vos prospects et les séduire? Et du coup, par quel contenu? Prenons l'exemple, par exemple, d'Instagram.
qui est beaucoup plus adaptée pour un e-commerce de beauté, de mode ou lifestyle. Cette plateforme permet de créer un univers tout entier, donc par des visuels et du texte qui est de plus en plus engagé et qui montre un réel parti pris de l'entreprise. On crée de l'émotion, on plonge vraiment le consommateur dans un univers. Donc, dans ce contenu-là, la possibilité qu'il vous donne d'offrir un univers à votre consommateur est-il vraiment adapté à votre persona et à ses problématiques? Voilà, c'est vraiment comme ça qu'il faut le faire, qu'il faut travailler, qu'il faut réfléchir et raisonner pour chacune des plateformes. Donc, du coup, en comparaison, LinkedIn est bien plus approprié à transmettre des conseils et démontrer votre expertise si vous travaillez dans un domaine technique, par exemple, et que vous vous adressez directement aux professionnels ou alors à leurs enjeux dans leur rôle professionnel. Donc, votre stratégie digitale implique bien sûr donc, les réseaux sociaux, ces plateformes. Il faut savoir du coup déterminer son persona, quel contenu et quel support vous permet finalement de parler à ce persona-là et de répondre à ses problématiques. Mais il y a aussi d'autres supports qui existent, comme par exemple votre site web ou Google My Business. Et là, le but, c'est vraiment vérifier bien, une fois que vous avez choisi les supports, vérifier bien que tout cela travaille en synergie. C'est-à-dire qu'il faut que vos réseaux sociaux puissent servir à relayer les informations de votre site web et pensez bien à créer des liens de redirection, par exemple de votre page Facebook à votre site et vice-versa. Voilà. Ça aussi, c'est un élément important que souvent les entrepreneurs oublient de vérifier. Donc maintenant, la troisième étape, c'est justement, on a décidé quelle cible nous allons cibler, quel positionnement choisir, quels supports sur lesquels nous allons communiquer. Maintenant, comment on va faire pour savoir si nos actions fonctionnent et elles sont efficaces? Donc maintenant, je vais vous parler justement des indicateurs et des objectifs qui vont vous permettre de suivre l'efficacité de vos actions. Donc il y a 3 objectifs, on va dire, majeurs possibles qui sont complémentaires. Il y a la visibilité. Donc, lorsqu'on démarre dans la communication digitale, comme dans la vie, il faut d'abord se rendre visible. Il faut d'abord se faire connaître. Il faut que les gens qui vous entourent sachent ce que vous faites, puis petit à petit toucher aussi des personnes qui ne vous connaissent pas. Voilà, c'est le phénomène de viralité. Donc, il faut, grâce à la visibilité, que vos prospects et vos clients puissent savoir ce que vous faites, pourquoi, pour qui et comment. Donc, pour constater l'évolution de votre visibilité, on peut analyser les résultats de la portée et de la couverture de vos publications. Donc, ce sont des chiffres, ce sont des indicateurs chiffrés que l'on retrouve sur les statistiques de quasiment toutes les plateformes. Donc, chaque plateforme a ses outils de statistiques intégrés. Donc, c'est facile. Mais du coup, d'abord, pour la visibilité, on peut juger de l'efficacité de ces actions en regardant la couverture et la portée des publications. Pour le deuxième, on va dire, objectif principal, c'est la notoriété. Au fur et à mesure, donc on construit sa notoriété, qu'elle soit digitale ou réelle. Ça constitue finalement votre e-réputation. La e-réputation est égale à votre réputation digitale et votre réputation réelle dans la vie de tous les jours. Donc ça, c'est hyper important aussi si l'on veut que notre entreprise soit pérenne à long terme. Et donc, si ces objectifs-là sont basés sur des valeurs en plus qui plaisent à votre cible, sur par exemple la fiabilité, l'efficacité de vos services ou l'esthétisme de vos produits, alors là, ensuite seulement, une fois que cette notoriété est acquise, on peut passer à l'objectif de rentabilité. Alors, je voulais du coup aussi les indicateurs pour juger de la notoriété. Ça va être par exemple le nombre d'abonnés. Ça peut être le nombre d'interactions par publication. Donc les likes, les commentaires, les partages, les identifications. Sur LinkedIn, on peut vous identifier en tant que professionnel pour vous recommander ou parler d'un de vos services ou d'un de vos produits. La notoriété va vraiment se jouer sur ces indicateurs-là. Donc le troisième objectif important, c'est la rentabilité de vos actions. Donc ça va être le ratio entre le temps que vous y consacrez et les résultats que vous obtenez. Donc pour ça, basez-vous sur le taux de clic de vos liens de redirection ou alors sur le trafic de votre site web. C'est-à-dire que quand vous relayez une information sur Facebook, par exemple, voir combien de personnes sont venues visiter votre site web suite à cette action-là, suite à cette publication. Vous pouvez aussi regarder le nombre de messages, le nombre de personnes qui sont venues justement se renseigner sur le produit, ou alors tout simplement le nombre de commandes, de rendez-vous ou de réservations. Finalement, la rentabilité, ça va être lié à toutes les actions réalisées
grâce à ces actions-là de communication. C'est-à-dire que finalement, on construit d'abord sa visibilité, il faut se rendre visible. Après, si justement on fait les choses bien, qu'on répond à notre clientèle, qu'on fait en sorte d'offrir un service ou des produits de qualité, on peut également espérer avoir de la rentabilité sur les plateformes digitales. Et donc pour ça, comme je disais, il y a des actions à mettre en place, dont les liens de redirection qui sont vraiment très efficaces sur les réseaux sociaux. Voilà. Alors, il faut bien sûr travailler les trois, comme je vous dis, les trois objectifs simultanément. Car si vous travaillez seulement, vous dites je veux travailler que la rentabilité, ça ne fonctionnera pas, ça ne sera pas probant et pas mis à long terme. Voilà. Donc en moyenne, il faut vraiment compter 6 mois pour construire et engager une communauté virtuelle. C'est-à-dire qu'il faut être patient. Tout se construit, c'est comme dans la vie, comme dans toute relation, parce que finalement, quand vous créez une communauté sur les réseaux sociaux, vous créez une proximité, vous créez une relation commerciale et clientèle avec eux. Alors, il sera bien sûr plus facile de lancer et de développer vos communautés si votre réputation dans la vie réelle est déjà positive et déjà existante. Quand on démarre son entreprise, forcément, c'est plus long au démarrage. Mais voilà, ça fonctionne quand on est authentique et qu'on a bien mis en place sa stratégie digitale. Donc souvent, je préconise de réaliser un comparatif de ces indicateurs, donc les indicateurs qu'on a vus là, au moins tous les 3 mois. Ça vous permet vraiment de vous dire, voilà, là, les actions que j'ai faites, elles étaient plus efficaces, il faut que j'oriente. Ça vous permet d'avoir des orientations et de pouvoir juger finalement de l'efficacité de tout ce travail. Alors, la 4e étape, c'est optimiser son temps et ses actions. Alors maintenant, voyons comment vous lancer dans cette nouvelle stratégie après les étapes 1, 2 et 3. Aujourd'hui, vous avez sûrement déjà du contenu, des supports que vous pouvez recycler. Le but ici, c'est de lister tous ces contenus que vous pouvez utiliser par la suite pour vous donner des idées ou tout simplement pour vous permettre de communiquer efficacement sans y passer beaucoup trop de temps et sans être un graphiste né. Donc, par exemple, vous pouvez avoir des brochures de produits de fournisseurs ou des mails de relations clients que vous avez déjà envoyés ou des mails de présentation que vous avez réalisés. Vous avez peut-être une charte graphique ou des photos d'un événement. Donc, il faut lister tous ces contenus-là. Vraiment faire une liste au départ. On peut se dire, oui, je perds du temps, mais non, vous allez vraiment voir que ces contenus vont pouvoir vous permettre de générer après un calendrier et un plan d'action efficace. Après, on peut réfléchir justement à comment exploiter ces contenus et ces supports sur les médias sociaux. Donc, par exemple, votre brochure de produits fournisseurs, elle peut être réutilisée en story pour annoncer un nouveau produit ou alors en publication pour en faire la présentation. On peut également reprendre le contenu pour en faire un mailing, un mail à vos clients ou un article sur le blog de votre site. Donc, finalement, un élément peut vous permettre de travailler différents formats, différents supports et du coup, vous donnez vraiment des idées, de l'inspiration et d'avoir aussi une cohérence sur tous vos supports. Par exemple, la charte graphique aussi, vous pouvez la réutiliser pour présenter vos valeurs et votre identité sous forme de publication sur les réseaux sociaux. Ou les photos de l'événement que vous avez de votre client, par exemple, peuvent devenir une vidéo animée. Donc voilà, tous les éléments que vous avez, il faut vraiment capitaliser dessus au démarrage, surtout parce qu'on ne sait pas par où commencer, c'est compliqué, on se sent très vite perdu. Il vaut mieux déjà partir sur des choses que l'on a déjà et mettre en place une stratégie. Voilà. Donc avec voilà, je ne vais pas répéter ça, mais retenez du coup qu'un contenu, une idée, peuvent être utilisés sur tous vos supports. Exploitez-la entièrement, complètement à 200% avant de passer à une autre idée. Comme ça vous permettra vraiment d'avoir une cohérence, d'avoir une stratégie et vraiment de pouvoir aussi atteindre la cible que vous avez choisie et que vous avez déterminée. Parce que toutes vos communications seront faites pour cette personne-là. Et donc, du coup, il y aura, comme je dis, une cohérence et ce sera beaucoup plus efficace. Ainsi, vous optimiserez donc chacune de vos actions. Voilà, j'espère que c'est clair, vous me poserez des questions. La 5e et dernière étape, c'est mettre en place son calendrier éditorial. Donc, l'objectif de ce plan d'action, comme je l'avais précisé, c'est de rendre efficace et de le rendre accessible à tout entrepreneur. Donc, la communication digitale, c'est plus efficace, comme je vous l'ai dit, avec une stratégie qui est clairement définie. Mais du coup, une fois qu'on l'a définie, une fois qu'on y a réfléchi, très bien, comment on la met en place et comment on s'y tient. Donc, pour ce faire, mettez en place vraiment un calendrier qui soit réaliste, organisé et avec une valeur ajoutée. Parce que communiquer, tout le monde peut le faire, on peut le faire tous les jours, mais s'il n'y a pas de valeur ajoutée, ça ne sert à rien. Donc, voilà, moi ce que je préconise, ce que je vous conseille, c'est d'avoir un agenda, un calendrier qui soit vraiment dédié à la communication
Donc, j'en ai un lien à télécharger sur mon site gratuitement, hein, si vous le souhaitez, qui est vraiment dédié pour vous, qui a été conçu pour vous faciliter la tâche. Et donc, le but, c'est vraiment de se dire, je choisis d'abord un réseau social, le plus approprié à mon persona principal. Partez sur un objectif d'une publication par semaine. On vous dira, oui, il en faut 3, il en faut 5. Oui. D'abord, si vous avez une structure, une stratégie, et que vous avez un réseau social, une publication par semaine et que vous vous y tenez, vous aurez déjà des résultats. Beaucoup plus que si vous faites 3 publications une semaine, plus pendant un mois, et puis en plus vous arrêterez, vous direz, ça ne sert à rien. Donc vraiment structurer les choses. On choisit un réseau, une publication par semaine. Potentiellement, c'est encore mieux si c'est toujours le même jour. Mais bon, ça après, c'est à vous de voir. Et après, du coup, comment on s'organise? Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de choisir 4 types de contenus. Donc sur un mois, il y a 4 semaines, enfin presque à chaque fois, il y a 4 semaines. Donc choisissez 4 types de contenus. Par exemple, le premier, ça peut être des témoignages ou anecdotes clients. Le deuxième, présentation d'un produit ou d'un service. Mais attention, pas de façon commerciale, sous forme de bénéfice client, toujours. Jamais de commercial sur les réseaux sociaux, sur les plateformes digitales. C'est pas du tout efficace. Même sur vos fiches produits sur un site web, bien sûr que c'est pour vendre le produit, mais parler, c'est prouvé. Tous les clients, enfin les entrepreneurs qui prennent le temps de parler d'usage et d'utilisation du produit, ils vendront beaucoup plus efficacement parce qu'ils vont aider le consommateur à se projeter que simplement de faire une présentation très commerciale. Le troisième type de contenu, ça peut être le conseil justement d'utilisation du produit ou le conseil d'experts liés à un service, pour vraiment montrer à la personne que vous êtes là aussi pour l'accompagner, pour lui apprendre, lui apporter des choses et pas simplement lui vendre quelque chose. Voilà. Le quatrième type de contenu peut être également un partage d'informations ou d'un chiffre lié à votre univers. Donc voilà, je vais vous donner des exemples après. Donc vraiment, l'objectif, je le répéterai après, mais c'est de ne pas s'éparpiller. Sinon, on démarre, on est très motivé le premier mois et puis on se dit mince, en fait, ça ne marche pas, j'ai pas le temps, c'est pas joli. Alors vraiment, organisez-vous, choisissez votre persona, le principal. Vous pourrez en avoir d'autres, vous pourrez après vous agrandir, mais d'abord, partez d'une base et d'éléments fondamentaux. Donc votre persona, votre réseau le plus adapté à celui qui parlera à votre persona, le contenu, et mettez-vous en place un calendrier avec une publication par semaine. Donc, vous choisissez 4 types de contenus, vous les dupliquez tous les mois. Du coup, vous avez déjà une trame qui est définie. Maintenant, il ne reste plus qu'à choisir une idée, donc par exemple un des contenus que vous avez listé auparavant, et de le déployer sur les 4 types de contenus. En sachant qu'en plus, n'ayez pas peur, chacun de vos publications, tous vos abonnés ne verront pas toutes vos publications à cause des algorithmes. Et donc, si vous faites 4 publications sur le même thème ou la même idée, mais avec des formats différents ou une approche différente, au contraire, c'est beaucoup plus efficace, contrairement à ce que souvent on pense. Donc, prenons l'exemple, comme des exemples que j'ai pris auparavant. Pour exploiter vos idées, par exemple, la première semaine, vous allez réaliser un témoignage client concernant l'organisation de l'événement. Tout à l'heure, je vous ai dit que vous aviez, par exemple, des photos d'un événement client. Donc, ces photos d'événements clients, on va les réutiliser. Donc, en premier lieu, on va proposer au client de faire un témoignage. Ensuite, la deuxième semaine, on va présenter son offre d'organisation justement d'événements avec une vidéo animée qui reprend les photos de ce fameux événement. Donc voilà, là on les réexploite. On reprend encore cette même idée, la troisième semaine, on va donner un conseil sur le temps qu'il faut prévoir pour l'organisation de ce type d'événement et les éléments principaux qu'il faut anticiper. Voilà, vous donnez du conseil, vous montrez votre expertise. Et la semaine 4, vous allez indiquer par exemple le nombre de convives que ce client-là avait invité à son événement. Et donc, vous êtes capable de gérer et vous pouvez mettre un texte en expliquant justement ce que vous avez géré. Donc, finalement, une idée, 4 types de contenus, un mois complet. Et voilà. Et chaque mois, vous partez sur une trame comme ça qui est claire et définie. Et ça vous permet de rester structuré et surtout de ne pas lâcher. Parce que souvent, les entrepreneurs, voilà, on a tendance à arrêter, à penser que ça ne fonctionne pas, alors que si, il faut être patient, il faut surtout être très structuré et ne pas y passer beaucoup trop de temps. Donc, du coup, pareil, pour vous aider, j'ai juste préparé une toute petite liste d'outils essentiels et qui sont gratuits. Donc, par exemple, des outils de programmation, parce que vous pouvez très bien vous dire, voilà, chaque mois, je positionne quelques heures pour m'occuper de ça. Je programme tout sur mon support ou mes supports.
et je n'ai plus à m'en occuper. Bien sûr, vous aurez les notifications de vos interactions, il faudra répondre aux commentaires, des choses comme ça, mais vous serez l'esprit serein et vous n'aurez pas la charge mentale de vous dire « Oh là là, cette semaine, il faut que je fasse une publication, qu'est-ce que je vais bien pouvoir publier ?» Donc, il y a le Facebook qui propose un outil d'intégration pour programmer qui est gratuit. Et en plus, on peut aussi lier son compte Instagram à sa page entreprise, donc ça peut permettre de gérer les 2 réseaux en même temps, si vous avez décidé d'être sur les 2. D'abord, un par un, d'accord, étape par étape. Ensuite, le deuxième outil de programmation qui est vraiment très bien, c'est Outsuite, qui permet de gérer 3 comptes gratuitement. Est vraiment super, une possibilité de faire beaucoup de choses, à part de, par exemple, programmer des vidéos sur LinkedIn. Voilà, c'est le seul petit bémol. Il y a également des outils de création de contenu. On n'est pas forcément graphiste, et en quelques clics, on peut faire des superbes réalisations qui vont changer la donne et vraiment présenter votre entreprise sous un autre jour. Donc Canva, qui est, je pense, aujourd'hui l'un des meilleurs outils, donc qui vous permet de créer des illustrations, des stories et des publications directement adaptées au format de la plateforme que vous avez choisie. Donc par exemple Facebook, Instagram, il y a des formats différents. Cet outil-là vous permet directement de les faire sous le bon format. Donc, pas d'erreur possible. Et il y a également Lumen 5 pour pouvoir créer des petites vidéos gratuitement où il y a de la musique, on peut mettre des sous-titres. Enfin, c'est très facile, très propre et gratuit. Voilà. Donc voilà, j'ai enfin fini. Donc je vous remercie de votre attention et j'espère que vous avez des questions. Voilà. Ah mince, bon bah oui. En effet, s'il y a un problème, j'ai testé hier soir je lis les questions dans l'ordre. Pour impossible de télécharger le calendrier éditorial, en effet, je vais aller vérifier. Hier soir, ça fonctionnait. Je vais aller tout de suite corriger ça. Et donc, voilà, dans la journée, ce sera bon. De l'imprévu. Est-ce qu'Outsuite est utilisable pour LinkedIn, Twitter et Facebook en même temps? Oui, c'est possible, Outsuite, pour les 3. Mais par contre, justement, il faut avoir que 3 profils, 3 comptes. C'est-à-dire que si Facebook, je réponds à Manuel, si Facebook, vous mettez en gestion, par exemple, votre profil personnel et votre page entreprise, ça compte comme 2 comptes. Donc, attention, mettez seulement vos comptes professionnels à chaque fois et vous pourrez gérer les 3 comptes. Avec des tags différents par plateforme. Oui, vous pouvez gérer vraiment les publications. Soit vous pouvez mettre la même publication en une seule manipulation. Donc là, par contre, vous avez le même texte, les mêmes tags, les mêmes hashtags. Donc, c'est peut-être pas le plus efficace. Tandis que sinon, vous pouvez faire publication par publication sur chaque support. Parce qu'attention, ça aussi, beaucoup d'erreurs qui sont faites sur Facebook. Il y en a beaucoup qui vont publier avec un pavé de hashtag, alors que sur Facebook, ça ne marche pas très bien, voire pas du tout. Les gens n'aiment pas ça, donc pensez à mettre que 2-3 hashtags. Donc c'est vrai que si vous voulez publier à la fois sur LinkedIn, Twitter et Facebook, adaptez. Mieux vaut le faire en 3 manipulations sur un seul outil. Ça vous fait quand même déjà gagner beaucoup de temps. Voilà. Alors Norbert, pouvez-vous nous envoyer un lien vers les outils proposés? Oui. Je vais le faire ici, comme ça sera Canva. C'est vraiment gratuit, donc même à Outsuite, il y a 2 endroits où vous pouvez ouvrir les choses. Ne payez pas, c'est vraiment gratuit. Donc trouvez la bonne page pour vous inscrire. Je vais voir si je peux tout de suite vous mettre le bon accès. Le bon accès. Non, il faut se connecter. Mais vraiment, je vous assure, c'est gratuit. Hop. Et oui, Lumen 5 est gratuit également. Alors pareil, c'est comme Canva. C'est comme Canva, c'est-à-dire qu'il y a des choses gratuites et des choses payantes. Un peu comme toutes les plateformes, il faut bien qu'ils vivent. Donc, attention, par exemple, quand vous faites Canva, quand vous faites une illustration sur Canva, il y a des images qui sont indiquées avec une petite couronne et d'autres qui sont indiquées gratuits. Et donc, tout simplement, il faut choisir les images et les éléments indiqués gratuits. Moi, je n'utilise que la version gratuite depuis un certain temps et pour plusieurs entreprises. Et franchement, il y a largement de quoi faire. Donc, Lumen 5, c'est pareil. Il y a du contenu, des bibliothèques de photos gratuites et des vidéos gratuites et il y en a des payantes. Donc, à vous de bien sélectionner. Et si vous avez vraiment un coup de cœur pour quelque chose de payant, bah voilà, exceptionnellement, peut-être que ça peut vous arriver d'en acheter un. Mais vraiment, il n'y a pas besoin de payer pour faire des choses bien avec ces outils-là et c'est super. Voilà. Lumen 5, oui, c'est bien ça. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou si vous voulez ouvrir les micros, peut-être plus pratique.
J'ai une petite question, Cécile. Oui. C'est Karine Jaffour. Alors, on va juste prendre peut-être celle-ci avant. Oui. Alors oui, il existe des aides, c'est-à-dire qu'il y a des... Et pareil, c'est bien d'avoir des trames, mais il faut se créer votre propre trame. Donc souvent, les aides qui existent sont un peu prédéfinies. On veut faire rentrer les choses dans des cases. C'est un peu comme le côté B2B ou B2C, alors que voilà, les frontières sont minces et ça dépend de votre persona. Donc vraiment, la question, c'est vraiment de se mettre à la place des personnes que vous... Est-ce que, voilà, par exemple, si vous êtes déjà à Cap de Ribeauvillé, si vous êtes déjà en activité, vous travaillez déjà, vous avez déjà des clients. Est-ce que ça vous arrive de ressentir, quand vous faites une vente, de vous dire, ah, mais si tous mes clients pouvaient être comme ces personnes-là, ce serait parfait. Ce serait parfait parce que voilà, nos produits leur plaisaient, il y avait un feeling, on sentait qu'ils aimaient le vin, qu'ils aimaient vraiment l'Alsace, voilà. Et du coup, si jamais vous avez déjà vécu ça, je vous le souhaite, prenez ce profil-là en exemple pour partir de la base de votre persona. Et du coup, en prenant ce client-là référence, posez-vous les questions de quand ils sont venus à la cave acheter du vin, qu'est-ce qu'ils recherchaient, quels étaient leurs désirs, leurs attentes ou leurs peurs, qu'est-ce qui aurait pu faire qu'ils n'allaient pas acheter ou qu'ils n'allaient pas être convaincus lorsqu'ils sont venus ou lorsqu'ils sont allés sur votre site web. Et c'est en se mettant à leur place, en essayant d'avoir vraiment leur vision psychologique, tous leurs enjeux. Alors, c'est pas évident, hein, mais voilà, posez-vous déjà les questions de base, comme je disais, quelles sont leurs peurs, quels sont leurs désirs, quels sont leurs enjeux, et quelles sont leurs problématiques. C'est-à-dire que peut-être ils sont venus une fois et finalement, voilà, ils habitent pas ici, c'est trop compliqué, donc peut-être leur problématique, c'est qu'ils auraient besoin de pouvoir acheter vos produits en ligne. Si c'est le cas, qu'est-ce qui pourrait les bloquer? Les frais de livraison sont trop chers. Enfin voilà, faites en auto-noir. Vous partez de votre persona et vous regardez un peu leur schéma de vente. Donc, des types de supports, moi, j'en ai tagué au digital, mais c'est vrai que sur Internet, je pense que ça existe, mais c'est souvent très commercial ou très marketing. C'est assez peu corrélé avec le terrain. Quand on est finalement un entrepreneur terrain, dans la vie réelle, on va dire, pas entouré d'une équipe de marketing, c'est toujours moins évident. Donc, j'ai pas là de support à vous envoyer concrètement, mais c'est une bonne idée à mettre sur mon site web, à télécharger gratuitement, parce que c'est vrai que c'est le genre de choses qui pourraient aider pas mal d'entrepreneurs. Donc, je vais y réfléchir, Cap de Ribeauvillé, mais sinon, voilà, aller chercher sur Internet. Mais comme je vous dis, c'est souvent, voilà, c'est pas adapté. C'est une vision un peu trop marketing, voilà, et trop commerciale. Là, je pense qu'il faut vraiment que vous partiez d'un de vos clients vraiment idéal, et vous vous dites, moi, je m'adresse à chaque fois à cette personne et j'ai en tête ses enjeux, ses désirs, ses peurs. Voilà, j'espère que c'est un peu plus clair. Pourquoi faire de la publicité? Pourquoi faire de la publicité sur les réseaux sociaux? Quel est le bon moment pour faire des publicités sur les réseaux sociaux? Alors, la publicité sur les réseaux sociaux, c'est bien. C'est bien, mais c'est pas forcément nécessaire. Ça va dépendre des objectifs. Par exemple, moi, je vais être totalement claire. Je travaille normalement sur LinkedIn. Je préfère. Je fais qu'une seule publication par semaine, mais à chaque fois, j'ai quasiment à chaque fois des prises de contact d'entreprises et ça aboutit quasiment toujours à des missions ou à des formations. Du coup, je trouve que le format fonctionne bien. Sur Facebook, par contre, clairement, j'aime pas spécialement. C'est pas ma cible, c'est pas mon persona. Donc j'y suis présente, mais j'ai assez peu de nombre d'abonnés, j'ai assez peu finalement d'interactions, etc. Je pourrais faire de la publicité, justement, ça serait intéressant, j'y pense, j'y songe, à faire de la publicité pour sponsoriser et faire connaître ma page. Par contre, ce qui me pose problème, c'est que lorsqu'on fait de la publicité, on achète quelque part, par exemple, les abonnés et les interactions. Donc, du coup, elles ne seront pas aussi fiables, aussi qualifiées que lorsque l'on fait sa propre communication et qu'on va vraiment capter ses personas parce qu'on a la bonne approche, les bonnes valeurs qui lui correspondent. Donc oui, ça peut être bien de faire de la publicité, mais il ne faut pas tout jouer sur de la publicité. Disons que ça va être un boosting, un booster. Ça va être vraiment quelque chose qui va vous aider à aller plus vite, un tremplin, ou pour vous lancer. Moi, c'est pour ça que j'y pense. Je me dis, je suis en train de refaire mon site web, pourquoi pas faire un peu de sponsoring sur Facebook pour m'aider au démarrage. Mais clairement, je sais que c'est pas ça qui fera ma stratégie digitale et il ne faut pas baser sa stratégie digitale sur la publicité, à moins de s'appeler Amazon ou Fnac. Voilà.
Oui, l'écart d'empathie. Ouais. Alors pour les peurs, justement, c'est essayer de se mettre vraiment à la place de son prospect. Donc ça peut être intéressant d'organiser même un brainstorming avec des personnes, des amis à vous ou des personnes un peu d'horizons différents et de leur demander, enfin d'essayer vraiment de se mettre, par exemple, voilà, vous vendez donc au sein de votre magasin, donc vous avez un magasin, la cave, et vous avez aussi un site web sur lequel vous vendez vos produits. Et bien justement, c'est d'essayer de se faire le cheminement. Par exemple, vous avez sûrement souvent des touristes qui viennent aussi acheter chez vous, et après, lorsqu'ils rentrent chez eux, c'est trop loin. Donc ils vont potentiellement vouloir acheter sur Internet. Par contre, voilà, par exemple, à quel moment vos frais de livraison deviennent gratuits? Est-ce que le montant est trop élevé? Est-ce que vous ne pourriez pas mettre en place un système de fidélité qui vous permettrait finalement de dire, voilà, la première fois que vous commandez en ligne, certes, vous avez, je vais dire une bêtise, 9 € de frais de port. Par contre, si vous commandez la deuxième fois ou si vous parrainez quelqu'un qui devient client, vous aurez les frais de port offerts. Ou alors, vous pouvez aussi très bien faire des séries illimitées de frais de port gratuits sur des périodes données. Mais du coup, pour travailler les peurs, il faut vraiment les prendre une par une. Donc, c'est vrai que là, comme ça, vous répondre de but en blanc, c'est pas évident. Il faudrait faire tout un travail dessus, partir du persona, de justement, est-ce que c'est un père de famille qui est venu en vacances, qui vient en vacances en Alsace, qui adore le vin d'Alsace, qui adore cette ambiance, cette atmosphère, et qui aimerait pouvoir l'emmener chez lui, et même de chez lui, recréer un peu cet univers. Et donc, quels sont ses désirs? C'est ça, on vient un peu de le définir, c'est prendre un peu du plaisir, de passer un bon moment, de découvrir des nouvelles choses. Et donc, suite à ça, il faut découler après et voir quand il va acheter, pourquoi, comment. Enfin, là, je ne peux pas, comme ça, désolée, vous donner une réponse sur comment gérer les peurs, mais en tout cas, c'est d'essayer de les comprendre déjà. Une fois que vous les avez identifiées, le travail est fait. Voilà. Alors la copie, je ne sais pas, Karim, si on peut envoyer le document. Après, le document, il n'y a pas beaucoup d'explications dessus, je trouve, par rapport à ce que je dis. Donc heureusement, il y a le replay, mais après, oui, je pense que c'est possible de pouvoir mettre le document dans le replay. Oui, alors Cécile, c'est une possibilité. On a une page sur le site de la CCI, on recense tous les webinaires et on peut mettre à disposition le support téléchargeable. Donc ça, c'est une possibilité. Donc ça dépend de vous si vous voulez le rendre téléchargeable ou alors on le retrouve directement dans la vidéo du replay. Voilà. D'accord. Ok. Oui, on peut le rendre téléchargeable. Après, je trouve qu'il n'est pas tout seul sans les explications, il n'est pas complet, mais voilà. Mais c'est possible, oui. Alors, concernant les newsletters, pareil, ça c'est hyper important. J'ai énormément de personnes qui me viennent en disant je veux faire de la newsletter. Alors, justement, essayez de prendre les choses à l'envers. Enfin, c'est un peu prendre les choses à l'envers. C'est plutôt votre persona. Une fois que vous avez identifié votre persona, que fait ce persona-là? Est-il sensible aux newsletters? Et s'il est sensible au mailing, est-ce qu'il va être plutôt sensible aux offres ou est-ce qu'il va plutôt être sensible à des conseils qui vont avoir à l'univers, mais sans à aucun moment parler de vos offres ou de vos services ou de vos produits. Donc du coup, le mailing, moi je dirais attention, c'est un peu signal d'alarme. Aujourd'hui, on est un peu tous encore plus avec le Black Friday qui vient de passer, on en reçoit énormément et on n'en peut plus. Et on a vraiment cette sensation qu'on veut juste nous vendre quelque chose. Et c'est pas plaisant, c'est pas séduisant. Donc, si on veut séduire et fidéliser, soit séduire des prospects, soit continuer de séduire et fidéliser ses clients, mieux vaut avoir une approche de quelqu'un qui va donner, qui va être généreux, qui est là pour apporter quelque chose plutôt que à tout prix vouloir vendre. Donc, les newsletters, par exemple, je ne sais pas dans quel domaine vous êtes, dans quel vous travaillez, Norbert, mais pour le coup, ça serait plutôt de comment je peux donner des conseils ou apprendre des choses, éduquer, faire plaisir à mes prospects ou à mes clients en leur parlant de mon univers. Donc, par exemple, je vais reprendre l'exemple des caves qui est assez, là, du coup, qui est sous mes yeux. Par la cave, on peut très bien parler un petit peu, on peut donner des conseils sur l'œnologie. Je pense qu'on est nombreux à n'avoir jamais fait de cours d'œnologie et pourtant ça nous intéresserait. Et ça peut être intéressant de donner, je vais dire une bêtise, mais toutes les semaines, un conseil sur l'œnologie, sur qu'est-ce que finalement le vocabulaire, le nez, ça veut dire quoi, la robe, j'espère que je ne me trompe pas, mais voilà, des choses. Chaque semaine, ça peut être un conseil ou une information. Et ça, c'est plus ces mails-là qui vont vraiment créer une proximité et engager votre communauté.
Après, si vous êtes une grosse structure et que vous avez une équipe marketing ou une personne dédiée, vous pouvez aussi faire un tunnel de vente avec des mails. Mais ça, pareil, ça passera par du conseil, ça passera vraiment par apporter des choses à la personne et lui donner des conseils pour qu'elle se dise « Ah ben en fait, finalement, je pense que cette personne, elle a beaucoup à m'apporter. » Soit en termes de service, soit en termes d'offres aussi. Voilà. Juste, Cécile, on voit votre écran, donc si vous avez la possibilité d'afficher peut-être le PowerPoint, c'est possible. Oui, voilà, bon, c'est juste. Et ça s'est enlevé. Parce qu'il y a des différents écrans qui défilent, donc c'est un peu. Oui, c'est d'accord. Alors attendez, je le remets en grand, c'est étrange. En tout cas, merci, merci pour l'intervention. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Ah, pour l'hôtellerie, il y a énormément de choses à faire aussi, parce que l'hôtellerie, on peut parler de tourisme, on peut parler les randonnées qu'il y a à faire, justement les caves, on peut faire des partenariats avec les caves et les producteurs qu'il y a autour. Ça aussi, c'est hyper important en communication digitale, c'est vraiment de ne pas rester seul. C'est un peu comme dans la vraie vie, de toute façon, finalement, on est plus fort à plusieurs. Quand on a les mêmes valeurs, les mêmes envies, on va dans la même direction, on peut s'aider. Donc, ça peut être très intelligent qu'un hôtelier, toutes les semaines ou tous les mois, va présenter un producteur local de la région et vice-versa. Et vous vous identifiez, vous travaillez ensemble. Enfin, c'est vraiment, voilà, ça peut être très enrichissant et non seulement humainement parlant et en plus commercialement aussi, quoi. Voilà. Et oui, donc on le mettra téléchargeable, le support, pas de problème. Voilà. Ouais. Et puis si jamais, je sais pas, mais si jamais vous avez besoin, enfin voilà, après avoir fait cette réflexion, que vous voulez aller plus loin, etc., n'hésitez pas à venir échanger aussi avec moi, que ce soit sur mon site web ou sur LinkedIn. Voilà. Oui, très bien, merci Cécile. Vous pouvez aussi vous orienter vers la CCI. On a une équipe qui est disponible aussi pour disons pour vous aiguiller, pour vous accompagner, vous aider sur toutes les questions liées au digital. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous. Et puis nous, on s'appuie aussi effectivement sur un réseau de partenaires comme Cécile ou d'autres sur lesquels on peut s'appuyer. Oui, on m'en a dit que du bien jusqu'à présent de votre accompagnement. Donc voilà. Voilà, il y a beaucoup de remerciements là, donc apparemment c'est que ça a plu. Est-ce que vous avez d'autres questions? Si vous n'avez pas d'autres questions, je vous propose qu'on clôture ce webinaire. Voilà, donc on va clôturer là-dessus. Merci Cécile encore. Et puis on se retrouvera les prochaines fois. Donc il y a 2 webinaires qui sont prévus encore là. Donc le 4 décembre et le 8 décembre. Donc le 4 décembre, c'est plutôt sur la présentation du plan industrie, du plan de relance industrie de l'État. Et le 8 décembre, c'est plutôt sur la partie projet d'entreprise, réussir des projets d'entreprise, les 7 erreurs à éviter. Voilà, donc pour les sujets des 2 prochains webinaires. On va calmer un petit peu la cadence là pour le mois de décembre. Donc on reprendra plus régulièrement en janvier. Donc vous serez normalement informés tous. Vous recevez la newsletter de la CCI, donc vous serez informés de tout ça. Ce webinaire sera disponible en replay là très prochainement, donc sur le site de la CCI. Vous aurez aussi un mail pour vous informer du lien du replay. Et c'est dans ce cadre-là qu'on pourra aussi mettre le support de présentation éventuellement, Cécile. Voilà. D'accord, parfait. Très bien. Voilà, je remercie encore Cécile, je remercie tout le monde pour la participation et puis à bientôt et prenez soin de vous, à bientôt. Voilà, merci. Merci beaucoup à tous. Merci Karim. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir.